Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres de mort ces dernières 24 heures dans des incidents distincts à Bangui, au PK5, dernière enclave musulmane de la capitale centrafricaine. Des heurts ont éclaté hier soir entre des soldats français de Lefort et des jeunes habitants du quartier. Et puis nous serons en direct de Bruxelles avec Félix Tshisekedi, le fils du leader historique de l'opposition congolaise en convalescence actuellement en Belgique. La question de la succession se pose en coulisses et divise son parti, l'UDPS. Et puis nous proposerons une plongée au cœur du parc national de Taï en Côte d'Ivoire. C'est l'une des dernières grandes forêts primaires d'Afrique. Des milliers d'espèces d'animaux et de végétaux y ont été découvertes. Un très beau document signé Arnaud Froger et Anna Sylvestrener. Mais on va commencer ce journal avec ces nouveaux éléments dans l'enquête sur le financement présumé de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi, l'ex-leader libyen. La justice s'intéresse désormais à un possible intermédiaire malien. La France a d'ailleurs demandé une entraide judiciaire à Bamako et le Mali s'est dit prêt à y répondre favorablement. On va en parler tout de suite avec vous, Nicolas Germain. Tout d'abord, qui est ce potentiel porteur de valises ? Il s'agit d'Amadou Cheikh Bani Kanté. En fait, c'est un ancien conseiller de l'ancien président Amadou Toumani Touré, ancien directeur général d'Air Mali, et il travaillait également au Fonds souverain libyen. En fait, il conseillait le président ATT sur tous les investissements libyens au Mali. À présent, il est soupçonné d'avoir été un porteur de valises d'argent entre la Libye et la France. Il y a un homme d'affaires français, Jacques Dupuy-D'Auby, qui dit qu'il y a eu une réunion entre Bani Kanté et le directeur de cabinet de Kadhafi pour un financement de la campagne de Sarkozy en 2007. Pour l'instant, Bani Kanté, il nie en bloc. Il dit qu'il n'y a jamais eu une telle réunion. Il dit qu'il était juste une passerelle entre la Libye et le Mali. Mais à présent, donc, des juges français s'intéressent à lui. Ils ont demandé une entraide judiciaire au Mali concernant donc Bani Kanté, mais également un homme d'affaires franco-libanais. Écoutons la réaction du ministre malien de la Justice, interrogé à Bamako par François Riouet. À l'heure où nous parlons, c'est entre les mains des juges. Ils vont donc devoir appeler ces deux personnes et puis leur communiquer l'objet de la demande d'entraide et recueillir leurs observations ou leurs déclarations sur cette question-là. Et une fois que cela sera fait, nous nous ferons un devoir de transmettre à la France les résultats obtenus à l'issue de ces enquêtes. Alors Nicolas, un intermédiaire malien, est-ce que c'est plausible ? Quels étaient les liens entre le Mali et le régime de Mouammar Kadhafi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'ère Kadhafi, donc de 69 à 2011, beaucoup d'hommes d'affaires et d'hommes politiques qui voulaient avoir des fonds libyens passaient par le Mali. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Mali était l'un des pays préférés de Kadhafi. C'est là qu'il a investi beaucoup d'argent, notamment dans des hôtels, des mosquées, des écoles coraniques. On dit qu'il a investi 120 millions de dollars dans les ministères de la cité administrative, appelée souvent cité Kadhafi. Il a également financé 100 000 hectares dans la zone dite de l'Office du Niger, qui est le grenier du Mali. Et puis évidemment, il n'a pas seulement investi dans le sud Mali, on sait qu'il a également beaucoup aidé et financé les groupes Touareg dans le nord. Merci beaucoup Nicolas, on suivra bien sûr les suites de cette affaire. On passe maintenant à la Centrafrique. Que s'est-il passé au quartier PK5 de Bangui ? Le CICR se dit choqué et consterné ce soir après la mort d'un volontaire de la Croix-Rouge tué par balle ce mercredi alors qu'il évacuait des blessés de cette dernière enclave musulmane dans la capitale centrafricaine. Hier soir, des heurts ont éclaté dans ce quartier entre des soldats français de la force européenne EUFOR et des individus armés. Affrontements qui se sont poursuivis ce matin. Des témoins accusent des soldats français d'avoir tué un jeune musulman. Pas de réaction officielle pour l'instant du côté de l'EUFOR. Nous avons joint par téléphone un journaliste centrafricain qui s'est rendu dans le quartier. Voici son témoignage. Un homme a été tué, a trouvé la mort dans un incident qui a opposé les forces et les jeunes musulmans de PK5 hier soir. Donc le général avec les groupes de manifestants sont descendus ensemble même avec nous au kilomètre 5. On a constaté les faits. Et arrivé là-bas, on a vu que des maisons étaient touchées. Il y avait des impacts de balles sur des maisons, sur une mosquée du secteur Yakité où s'est déroulé réellement l'incident de la nuit d'hier. Donc c'était ça. Après le kilomètre 5, nous sommes rendus, le général. Et nous sommes rendus à l'hôpital général de Bangui où une dizaine de blessés étaient transportés et pris en charge par le médecin sans frontières sur place à l'hôpital général de Bangui. Au retour de l'hôpital au niveau du siège de la MINUSCA,
les tirs ont repris au niveau du 3e arrondissement, au niveau de PK5. Et le général a parlé aux jeunes, etc. Les jeunes étaient repartis au kilomètre 5 et les tirs continuaient dans les environs de 14 à 15 heures. Mais présentement, au moment où je vous parle, il y a un calme relatif dans le secteur. Notre siège même se trouve non loin du siège de MINUSCA. Et au moment où je vous parle, il y a un calme relatif dans le secteur. Voilà pour le témoignage de ce journaliste centrafricain Rossomon Zokwe. L'actualité en bref dans le reste du continent, l'épidémie d'Ebola qui engendre des heurts à Monrovia au Libéria. 4 personnes ont été blessées par balle dans des affrontements avec la police. Les 75 000 habitants du quartier de West Point, comme ceux de Dolotown, ont été placés en quarantaine. Ils se sont réveillés ce matin encerclés par un important cordon de policiers, ce qui a provoqué des manifestations de colère. La présidente Ellen Johnson Sirleaf a décrété hier soir un couvre-feu général. Niamey sous les eaux, le fleuve Niger est sorti de son lit en raison des très fortes pluies, conséquence des milliers de personnes déplacées et des centaines de maisons détruites. Et puis on a appris la mort du photographe, caméraman et cinéaste sénégalais Eladji Momar Thiam, décédé mardi à l'âge de 84 ans. Il était avec Sambène Ousmane, l'un des pionniers du cinéma sénégalais. On retiendra notamment son film Bax qui traite du problème de la drogue au Sénégal. Et on va se rendre à présent à Bruxelles pour prendre des nouvelles d'Étienne Tshisekedi, opposant historique de République démocratique du Congo, âgé de 81 ans et qui est en convalescence en ce moment en Belgique. Nous sommes en direct avec son fils Félix Tshisekedi, membre également de son parti, l'UDPS. Tout d'abord, Monsieur Tshisekedi, comment va votre père? Il y a eu beaucoup d'incertitudes, de rumeurs. Est-ce qu'il y a eu une dégradation de son état de santé? Oui, avant de répondre à votre question, madame, permettez-moi de dénoncer l'exploitation honteuse qui en a été faite, d'une situation qui relève pourtant de la vie privée de quelqu'un, par ce régime aux abois, ce régime finissant de M. Kabila, qui a cru bon ternir l'image d'un adversaire politique, mais cela a eu plutôt un effet boomerang parce que l'engouement que cela a suscité, la vague de sympathie que cela a témoigné, démontre à suffisance qu'Étienne Tshisekedi est bien le président élu par tous les Congolais. Cela dit, M. Tshisekedi, comme nous l'avions précisé dans le communiqué officiel du parti, vient en Belgique pour poursuivre sa convalescence et le premier bilan à son arrivée est positif et il indique ce que nous savions déjà, c'est-à-dire il a juste besoin de repos, juste besoin de récupérer et le reste ira parfaitement. Félix Tshisekedi, il y a en ce moment même des tensions au sein de votre parti, l'UDPS, et certains estiment qu'il serait temps de désigner petit à petit un nouveau leader pour ce parti. Et certains vous accusent même de chercher à prendre les rênes du parti à la suite de votre père. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? D'abord qu'ils accusent, mais sans preuve, donc ils ne démontrent pas cela. Et d'autre part, la lutte de positionnement a toujours été inhérente à toute organisation politique. C'est des choses qui sont tout à fait compréhensibles. L'essentiel est de garder le cap. Et le cap, c'est de retrouver la victoire qu'on nous a volée en 2011, lors des dernières élections par M. Kabila, qui est à la tête d'un régime d'imposteurs ou d'imposture. Et donc, nous devons nous concentrer là-dessus plutôt que de regarder à des problèmes de positionnement personnel. Merci beaucoup. Je ne me place pas du tout dans ce cas-là. Et moi, je regarde l'avenir du Congo, c'est plus important que le positionnement personnel. Merci, Monsieur Tshisekedi, d'avoir répondu à notre invitation sur France 24. Et on va terminer à présent ce journal avec des images exceptionnelles, celle du Parc national de Taï, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des dernières grandes forêts primaires d'Afrique. Plus de 2000 espèces d'animaux et de végétaux uniques sur le continent y ont été découvertes. Le reportage d'Arnaud Froger et Anna Sylvestre-Trainer. Sous la brume, c'est un sanctuaire qui se réveille. La dernière forêt primaire ivoirienne est un joyau où il n'est pas aisé de pénétrer. Juste là où il y a l'escalier en bois, c'est l'entrée officielle du parc. Une fois embarqué, il faut se laisser porter et marcher pendant des heures. Surmonter les obstacles pour découvrir les petits et grands habitants de la forêt. Cette table est spéciale
il protège l'homme contre les agressions. Un animal agressé, surtout les éléphants qui te poursuivent, tu peux rentrer à l'intérieur et te cacher. Car ici, dans ce lieu préservé, tout a une fonction, une utilité. Tout est lié au parc de Taï. Je vous donne un exemple. Le macoré qui doit pousser à travers un éléphant. Il avale, il fait la selle et la pousse. À Taï, la biodiversité est exceptionnelle. De nouvelles espèces sont sans cesse découvertes. 8 sortes de singes cohabitent dans les branchages. Beaucoup de ces animaux sont des survivants. Beaucoup ont disparu du reste de l'Afrique de l'Ouest. Alors, désormais, la mission, c'est protéger à tout prix la forêt, notamment des braconniers. C'est exceptionnel parce que le parc national Taï, en dehors de tout ce qui est biodiversité, joue un rôle essentiel dans l'économie locale d'abord et l'économie nationale. Je veux dire qu'aujourd'hui, la boue du cacao qui était à l'est auparavant est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, justement parce que le parc national Taï entretient un microclimat. Une forêt quasi intacte qui, en son cœur, après un dernier effort et l'ascension du mont sacré Nienokwe, offre un spectacle époustouflant et un saut dans le passé. Ici, presque rien n'a changé depuis des centaines d'années. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.